Merci, professeur Marcelli, pour cet exposé absolument passionnant. Et je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, juste avant qu'on ouvre le débat, une petite pause. Vous pouvez penser à autre chose, mais vous pouvez m'écouter aussi parce que je vais parler un tout petit peu d'ARTA et de nos besoins financiers. Donc, ARTA est une association régionale basée à Strasbourg, existant depuis 25 ans, gérée par des parents et des professionnels, et dont la mission historique a été le soutien et l'information de l'entourage, puis ensuite des patients et du grand public à travers l'extension des groupes de parole et la mise en place de cette conférence annuelle vraiment de grande qualité. Notre site se veut le plus complet possible pour relayer l'ensemble des informations dont vous pouvez avoir besoin. Toutes les conférences sont disponibles en ligne. Donc, je profite de cette tribune pour rappeler que notre association fait un appel aux dons sur son site. Nous avons en effet besoin de vous pour continuer nos missions. Nous avons besoin de vous pour continuer nos missions, point. Donc, bien que cette conférence fasse office de grand-messe annuelle et bien que j'ai remis l'église au milieu du village dès l'introduction, je ne vais quand même pas aller jusqu'à passer dans les rangs et faire la quête ce soir. Mais, si chacun d'entre vous ce soir donnait 10 ou 20 €, nous pourrions financer largement un nouveau groupe pour un an. Donc, allez sur le site et je dirais, laissez-vous gagner par votre générosité. Et si vous sentez en vous, là, maintenant, tout de suite, un véritable élan de pure générosité pour notre cause, alors faites un don dès ce soir en rentrant. Tout de suite. Allez vite cliquer. Parce que ce type d'élan, et là c'est le psychiatre qui parle, a une durée de vie courte et devient rapidement un « pourquoi pas, il faudra que j'y pense ». Et du coup, sœur Anne, notre trésorière, ne voit jamais rien venir. Sinon le compte CIC qui poudroie et le classeur Excel qui verdoie. Voilà. Donc, message, je pense que les messages sont passés. Merci pour ce que vous pouvez donner, faire pour la vie, je dirais la survie déjà, et la vie tout simplement d'ARTA. Donc nous pouvons passer maintenant à la partie échange. Donc des échanges libres, on a le choix. On est tous des individus autonomes. Sur la conférence, sur l'anorexie-boulimie, évidemment, sur tout ce que vous voulez, sur Vincent Berthoud, peut-être, comme vous voulez. Voilà. Donc, la parole est à la salle. Merci. Bonsoir. C'est moi qui vous parle. Je suis là. Bonsoir et merci pour votre propos que vous avez exposé, je crois, avec beaucoup de franchise. Et c'est avec beaucoup de franchise aussi que je vais vous questionner. En me demandant d'abord si, par certains aspects, vous n'avez pas été un peu caricatural dans votre manière d'aborder l'adolescence. Si on regarde cette salle, il n'y a pas beaucoup d'adolescents. Et devant tout le monde, il y a un écran quand même. C'est peut-être pas le propre de l'adolescence que d'avoir un écran devant soi. Vous parlez de génération selfie. On sait aujourd'hui que la plupart des selfies sont faits sur Facebook. Que Facebook, c'est une portion d'âge entre 35 et 50 ans. Et que les jeunes se tournent davantage vers Instagram, sur laquelle ils essayent de produire ou de partager des contenus littéraires, artistiques, de l'information, du militantisme. Ce qui m'amène à me demander si vous ne prenez pas un peu l'adolescence comme un donné qui n'est pas remis en question d'emblée. La personne qui a introduit votre propos a fait attention, et ça m'a marqué, de distinguer d'un côté les sociétés traditionnelles et de l'autre le monde moderne. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que le concept d'adolescent n'est pas lui-même déjà trop moderne pour penser la modernité et pour penser le rapport d'un individu à la modernité et la souffrance qui peut s'en suivre à ce rapport. Je me demande si adolescent n'est pas un concept spécifiquement moderne qui est né pour des raisons peut-être davantage économiques. À partir du moment où on a ciblé une nouvelle portion de la population, on a toute une gamme de marchés qui s'ouvrent destinés à cette portion-là. Dans les sociétés traditionnelles, la plupart des rites de passage marquent un passage de l'enfance à l'adulte directement. Et quand bien même l'adolescence est derrière moi, j'ai pas l'impression, moi, d'être moins vulnérable
aujourd'hui qu'un adolescent. J'ai pas l'impression d'être moins sujet à des moments de crise qu'un adolescent. Et j'ai pas l'impression nécessairement d'avoir toujours davantage de ressources qu'un adolescent pour y faire face. Alors je me demande, est-ce que ça vaudrait pas le coup de défocaliser la question des maltraitances auto-induites de l'adolescence pour généraliser ça à des situations de crise existentielle qu'un individu peut traverser à tout âge parce que peut-être elles sont intemporelles. Je vous remercie infiniment de l'excellence de vos remarques, dont vous serez peut-être surpris d'apprendre que je les partage. Mais je pense en revanche que je doute que vous seriez très heureux de redevenir bantou ou de redevenir aborigène en Australie ou de devenir, etc., dans toutes les sociétés traditionnelles. Il y a effectivement, comme M. Guingamp l'a susurré, des rites de passage. Plus une société est dans la tradition, plus les rites de passage sont marqués, je dirais, contraignants et coercitifs. L'objectif des rites de passage est d'encadrer de manière très rigoureuse, précisément, ce passage de l'enfance à l'âge adulte. Et prenons le cas des scarifications. Il y a beaucoup de scarifications dans les rites de passage. Mais ce n'est pas l'adolescent qui se les fait lui-même. Ils sont faits par un autre et ils ont surtout une signification sociale partagée par l'ensemble du groupe. Aujourd'hui, les adolescents, soit ceux qui se scarifient, soit ceux qui se font des tatouages, le font pour s'approprier leur corps et en désapproprier l'environnement. Donc c'est peut-être une des perversions de notre société que de récupérer les rites traditionnels des sociétés traditionnelles pour les transformer et les dénaturer d'une certaine manière à notre profit. C'est d'ailleurs pour ça que les sociétés traditionnelles ont tant d'acrimonie à l'égard de notre société. Mais je vais aller plus loin. Précisément parce qu'il n'y a pas de rite de passage, l'adolescence dans nos sociétés est effectivement une invention de nos sociétés et l'adolescence s'étire comme un chewing-gum avec un temps qui devient infini. Et je dirais même que, étant donné que ce qui caractérise l'adolescent et l'adolescence, je crois l'avoir démontré, c'est le concept même de changement, et ce qui caractérise la société occidentale, c'est la valeur du changement, notre société iconise l'adolescence, et d'une certaine manière, tous les adultes sont en demeure de devenir des adolescents permanents. Il y a donc effectivement, je dirais, une forme de triomphe de l'adolescence, et je vous rejoins à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, c'est en restant adolescent toute la vie qu'on pourra s'intégrer dans la société, avec la souffrance que ça représente pour chaque être humain. La souffrance d'une forme d'incertitude et d'insatisfaction permanente. C'est le défi auquel vous êtes confrontés. Donc je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. D'autres questions? N'ayez pas peur, je ne mords pas comme vous avez pu voir. Je suis même en général, vous avez toujours des idées tout à fait pertinentes et intéressantes qu'on peut partager. Oui? En fait, moi je me demande pourquoi l'anorexie et la boulimie, ça touche davantage, on remarque que ça touche davantage les filles que les garçons. Et du coup, je me demande pourquoi. Oh purée! Si j'avais la réponse certaine, soit je suis prétentieux, soit je suis fanfaron, soit je suis très en avance sur mon temps. Il n'y a aucune réponse définitive à cela, à cette constatation, où effectivement, il y a à peu près 8 filles pour 2 garçons, quand ce n'est pas 9 filles pour un garçon. Alors il y a peut-être des hypothèses plus ou moins crédibles, plus ou moins sérieuses. Je pense quand même que, et
peut-être encore plus aujourd'hui que jadis, je pense quand même qu'à l'adolescence, entre 12 ans et 15-16 ans, qui est quand même l'âge... Alors il y a des anorexies qui démarrent vers 18 ans, 19 ans. Je mets de côté les anorexies qui peuvent succéder à des traumatismes vrais, des traumatismes. Mais simplement les anorexies qui apparaissent, majoritairement c'est quand même autour de l'adolescence. Je pense quand même que, y compris aujourd'hui, pour un jeune XY, un jeune mâle, c'est plus facile de devenir un homme que pour un être humain XX, une jeune femelle, de devenir une femme. Notez déjà que quand je dis mâle, vous, en tant que mâle, vous n'y voyez rien de mal. Si je désigne cette jeune personne à côté de moi comme femelle, elle va trouver que je suis désobligeant et hautain et violent. C'est-à-dire que le langage, il est sexué. Et que le langage, il véhicule cette hiérarchie de valeurs entre l'homme et la femme qui date de la nuit des temps et contre laquelle notre société tente de lutter difficilement. Donc je crois qu'en fait, le devenir femme est un devenir plus compliqué que le devenir homme. Encore plus aujourd'hui, où les enfants, jusqu'à l'âge de 11-12 ans, sont élevés dans une société où on ne leur dit pas que hommes et femmes, c'est à égalité, parce que le concept d'égalité est un concept abstrait, compliqué à comprendre. À un enfant, on lui dit être un garçon ou une fille, c'est pareil. Parce que le pareil, pas pareil, c'est un concept très bien compris des enfants dès le plus jeune âge. Et trop de parents et trop d'éléments de la société disent garçon-fille, c'est pareil. Sauf que les filles, quand elles ont 12 ans, s'aperçoivent que d'être fille dans la société, c'est pas du tout pareil que d'être garçon dans la société. Et je pense qu'elles ont le sentiment qu'on leur a menti. Et j'ai eu plusieurs adolescentes, quand je travaillais, qui me disaient « Oh là là, 13 ans, qu'est-ce que c'est difficile maintenant ?» Je me rappelle de cette... Il s'agit d'une anorexie mentale, je vais vous raconter cette histoire, brève. Voici cette adolescente de 13 ans et demi à peu près, 13 ans et demi, qui rentre du collège. Elle a une silhouette qui commence à être féminine, avec un peu de poitrine, etc. Et là, il y a quelqu'un qui la siffle dans la rue. Elle-même, elle identifie cette personne comme un adulte. C'était peut-être, bon, peu importe. Quelqu'un la siffle dans la rue. Et elle a un sentiment à la fois de gêne, et en même temps, au fond d'elle, quand même, elle n'est pas si mécontente que ça. On la siffle, ça veut dire quand même qu'on la remarque, qu'elle existe. Elle existe, au sens que je vous ai dit. Elle est sortie de son statut. Et elle rentre à la maison, et là, avec une naïveté confondante, elle a sa maman qui l'accueille. Elle dit « Oh, tu sais, maman, il y a quelqu'un qui m'a sifflé dans la rue. » Avec probablement ce côté un peu étonné, comme ça, comme je le dis en ce moment. Et là, le visage de la maman, qui jusqu'à présent était une maman plutôt bienveillante, gentille, se ferme, vraiment, et lui dit ah, si tu commences comme ça, sûr tu vas finir sur le trottoir. Comme ça. Comme ça. 3 mois plus tard, elle commence une anorexie mentale grave, qui va évidemment estomper tous les signes pubertaires. Donc je pense effectivement que, franchement, je crois, devenir femme, aujourd'hui dans notre société, reste, quels que soient les efforts que notre société fait, reste plus compliqué pour l'adolescente que pour l'adolescent. Je ne pense pas que ça soit la seule explication. Je pense qu'il y a, voilà, on pourrait évoquer des explications hormonales aussi, les oestrogènes, qui ralentissent qui créent la transformation du corps qui est plus visible chez la fille avec tout un tas d'éléments. Voilà, donc il y a tous ces petits éléments, il n'y a pas une explication unique. Moi, je mets en avant cette explication. Maintenant, peut-être que vous, est-ce que vous en avez une de réflexion ? Voilà, mais c'est une constatation. Alors, simplement aussi, à l'adolescence, et c'est très intéressant, à l'adolescence, autour de
du milieu de l'adolescence, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les stades pubertaires, il y a 5 stades. Le stade infantile, le stade adulte, le stade 2, 3 et 4. Ça s'appelle les stades de Tanner. 2, 3, 4, c'est les stades de transformation de l'adolescent. Celui du milieu, le stade 3, c'est l'âge où, d'un seul coup, apparaissent les divergences entre les pathologies de l'homme et les pathologies de la femme. Avec un seul élément, c'est l'anxiété est à peu près répartie de manière égale chez les garçons et chez les filles. Mais les passages à l'acte, les violences agies, etc., côté garçon, les accidents de circulation côté garçon, l'anorexie mentale, se faire du mal à son corps, etc., côté fille. Pendant longtemps, il y a une majorité de filles qui font des tentatives de suicide, et il y a plus de garçons qui font des suicides réussis. Voilà, donc toutes les pathologies ont une différence, ce qu'on appelle un sexe ratio, c'est-à-dire une répartition selon le sexe qui n'est pas 50-50, sauf l'anxiété. Donc voilà, je vous cite ça. Et ça se met, par exemple, la dépression. Dans l'enfance, il y a plus d'enfants garçons déprimés que de filles. À partir du stade 3 de Tanner, il y a plus de filles déprimées, de femmes déprimées que d'hommes. On impute à cela le rôle des oestrogènes, qui ralentissent, etc. Donc vous voyez des choses très complexes. Merci de cette question fondamentale, mais qui me laisse, comme vous, dans l'expectative et l'ignorance. Qu'en est-il de la gémelléité et de l'anorexie ? Voilà. Est-ce que ça arrive fréquemment dans des cas de jumeaux, jumelles, et en particulier jumelles, du coup ? C'est une question que vous posez ou c'est une affirmation que vous donnez ? C'est une question. Alors, je vais demander à M. Guingamp, qui est plus compétent que moi dans ce domaine, s'il y a un taux d'anorexie mentale gémellaire supérieur au taux de jumeaux dans la société, significativement supérieur. Est-ce que vous avez cette connaissance ? Non. Est-ce que parmi les gens de l'ARTA, il y a quelqu'un qui a cette connaissance scientifique ? Non. Alors que maintenant, il y ait de temps en temps 2 jumeaux ou 2 jumelles qui présentent en même temps une anorexie, comme il y a 2 jumeaux ou 2 jumelles qui présentent un autisme, ou comme il y a 2 jumeaux ou 2 jumelles qui présentent une schizophrénie, oui, alors pour la schizophrénie, il y a des statistiques, des études qui montrent que les couples gémellaires ont plus souvent, sont schizophrènes tous les deux, que les couples les faux jumeaux. Voilà, donc, mais les faux jumeaux ont quand même aussi plus souvent des troubles schizophréniques. Alors il y a une étude qui a étudié la fréquence de la schizophrénie, je ne sais pas si dans l'anorexie mentale c'est pareil, la fréquence de l'anorexie chez les couples de jumeaux qui ont été abandonnés dès la naissance et qui ont été élevés séparément. Vous avez intégré des couples de jumeaux abandonnés à la naissance, élevés séparément. Et alors, on a vu qu'il y avait un peu plus de taux de schizophrénie dans ces couples-là, d'où les généticiens disent « Ah, vous voyez, c'est génétique ». Vous savez combien il y a de couples à travers le monde entier ? Il y en a 11. 11 ! Toutes les études reposent sur 11 couples. Tous les statisticiens vous disent que ce n'est pas probant. Donc très grande prudence. Très grande prudence. Il y a effectivement des gens qui parlent de la génétique de l'anorexie mentale. Tout est génétique, de toute manière. Oui, on l'estime à 70% dans le cadre de l'anorexie restrictive pure qui ne passera jamais au stade de boulimie. Donc là, on estime qu'il y a effectivement un facteur génétique important et c'est vrai on suit des vraies jumelles de différents âges qui présentent tout à fait ce tableau sur un mode chronique. Oui, je pense que ma question n'était pas tant de savoir quand dans un couple gémellaire, les deux déclenchent l'anorexie, mais aussi s'il y a des particularités qui font, quand vous parliez du développement de l'enfant, du stade de l'identité, du miroir, etc. Est-ce qu'il y a un risque plus grand dans les couples gémellaires qu'il y en ait une sur les deux qui déclenche une anorexie? Et est-ce qu'il y a des spécificités liées à cette gémelléité?
ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a un risque fort si l'une des deux développe une anorexie, que l'autre la développe. Je vous recommande, si vous aimez la littérature, de lire Les Météores de Michel Tournier. Les Météores, Michel Tournier était un écrivain très connu dans les années 80-90. C'est un somptueux roman de la poursuite gémellaire. Il y a dans ce couple de jumeaux, il y en a un qui tente désespérément d'échapper à l'emprise gémellaire de son jumeau. Et l'autre qui tente désespérément de rattraper son jumeau qui cherche à s'en échapper. C'est une métaphore très intéressante sur la problématique gémellaire à l'adolescence. Et moi, j'ai toujours beaucoup appris, presque autant dans la littérature et les écrivains et les poètes que dans les bouquins scientifiques ou dans les bouquins psychanalytiques. D'autres questions, d'autres remarques, hein, comme vient de faire Madame? C'est pas vraiment une question, mais c'est un appel à l'aide. C'est comment aider une personne, une jeune fille anorexique qui refuse les soins. Vous imaginez que c'est une question difficile sur laquelle j'ai quelques idées, mais pas de réponse absolue. La première chose, c'est dans l'énoncé. C'est quand on lui dit « tu dois aller voir quelqu'un »,« tu dois ». Les spécialistes de l'éducation bienveillante parlent du tu, tu, qui tue, tuer, du tu qui tue. Chaque fois qu'on dit tu dois aller voir, il faut que tu consultes, on s'extériorise du problème et on est dans un effet de désignation contre lequel la personne désignée va lutter. Si on dit écoute, là, moi, je suis très soucieux. Vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Je suis très inquiet. Moi, j'ai besoin de consulter, d'aller voir quelqu'un, et j'aimerais que tu m'accompagnes. C'est-à-dire qu'on s'inclut dans le problème. On n'est pas dans la désignation du malade qui nous empêche d'être tranquille dans la famille. On est dans l'inclusion. Écoute, moi, je suis très soucieux, vraiment. Là, franchement, je suis vraiment pas bien. J'ai besoin de consulter parce que je me soucie beaucoup de toi. Et j'aimerais bien que tu puisses m'accompagner. Déjà, on est dans une autre dimension. La deuxième chose, évidemment, c'est de connaître cette phrase de Le Riche, qui est un médecin du 19e siècle, qui, parlant d'anorexie mentale, a eu pour moi cette phrase qui m'a accompagné pendant toutes mes années de travail. L'excès d'insistance appelle l'excès de résistance. Notez cela. L'excès d'insistance appelle l'excès de résistance. Donc plus dans une dynamique familiale on insiste, plus on va créer de la résistance. Je sais bien que quand on est dans un repas de famille et qu'on a un adolescent, allez, disons une adolescente, qui coupe son petit pois en 4 et qui va mettre une demi-heure pour manger les 4 quarts de petits pois, on ne peut pas ne pas être angoissé en tant que parent. Je le sais. Mais il y a d'un côté une adolescente et de l'autre côté des adultes. Et de mon point de vue, c'est aux adultes de faire le travail douloureux avant de le demander de le faire à l'adolescente. Et donc, effectivement, s'ils sont dans une insistance à chaque repas, il va être un excès de résistance. Et quelque chose se verrouille et s'intrique, s'encastre. Donc, notre premier travail, souvent en tant que soignant, si je dis des bêtises, monsieur Guingamp, vous me le dites. Merci pour l'instant, mais n'hésitez pas à me sectionner, me sanctionner. Première c'est quand on consulte, c'est effectivement de voir la famille et de voir dans quelle mesure un espace de respiration, un espace de désencastrement peut être possible. C'est fondamental. En sachant que plus on intervient tôt dans le processus de restriction alimentaire, je n'ai pas dit d'anorexie, donc plus on intervient tôt dans le processus de restriction alimentaire, plus c'est compliqué d'agir. En même temps, c'est parfois nécessaire. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose qui, moi, est fondamentale, je ne sais pas s'il y a des médecins somaticiens ici,
Tout ce qui est mis dans le corps de l'adolescente anorexique contre sa volonté sera vomi et rejeté dans les semaines qui suivent. Donc en dehors des nécessités de survie quand la mort est quasiment là, pour faire toute méthode intrusive dans le corps d'une adolescente est un viol médical. Je répète, est un viol médical. Donc il faut amener tout doucement, avec quelque chose qui est très douloureux pour nous médecins, c'est que l'adolescente, par cette emprise qu'elle a sur un produit qui est vitalement nécessaire, trois fois par jour, la nourriture, car nous sommes dépendants de la nourriture, eh bien, dans cette emprise-là, les adolescentes confrontent le corps médical à son relative impuissance et à sa modestie. Donc il faut être d'abord modeste. Les affaires qui tournent mal, c'est toujours quand les adultes veulent être trop rapidement plus puissants que l'anorexique. Donc tout ça est à prendre en compte. Alors, je vous le dis dans un langage tout venant, mais je ne sais pas, enfin... Allez-y, Pascal, dites. Je ne peux pas dire ça mieux que vous venez de le faire. Merci. Voilà ce que je dirais. Vous voyez, alors, c'est vrai que, bon, vous venez me voir en consultation si votre adolescent... Enfin, je vous dis vous, non, c'est pas vous en tant que tel, je parle en manière générale. Vous venez les parents me disent, mais elle ne veut pas venir. Bon, dites-lui que vous allez venir, même si elle ne vient pas. Déjà, il y a un certain nombre de parents qui ne veulent pas faire la démarche. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas se remettre en cause. Ils ne veulent pas réfléchir sur eux-mêmes. Comment voulez-vous demander à un adolescent de réfléchir sur soi-même quand les parents eux-mêmes refusent de faire ce travail? C'est compliqué. Donc je dis aux parents, elle ne veut pas venir ou il ne veut pas venir. Venez, on en parlera. 9 fois sur 10, l'adolescent, il vient parce que, fondamentalement, l'adolescent est curieux, donc il a envie de savoir ce qu'on va dire de lui ou ce qu'on va dire d'elle. De temps en temps, il ne vient pas, mais ils viennent 2-3 fois les parents, puis au bout de 3 fois, 4 fois, les adolescents viennent à la consultation. Encore faut-il que les parents acceptent de faire cette démarche. C'est-à-dire qu'ils acceptent de s'inclure dans le problème. Quand les parents disent « tu recommences à manger », qu'ils ne veulent pas s'inclure, ils désignent l'adolescente comme une malade et ils s'exonèrent eux-mêmes de cette problématique. Ils sont donc dans un effet de stigmatisation que nous, les psychiatres, nous appelons un élément projectif. C'est toi qui es malade et c'est pas moi. Pourquoi vous me regardez comme ça, vous? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Vous m'en voulez ou quoi? Ça s'appelle de la projection. Je suis un petit peu inquiet et je projette sur l'autre mon inquiétude en disant « c'est l'autre qui m'en veut ». Donc, plus une famille est projective, et c'est très pratique quand on est dans la merde de considérer que la merde c'est de la faute de l'autre. C'est très pratique ça, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je n'ai pas trop parlé en termes techniques, mais... Continuez la technique, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage de la vieillesse et de l'expérience, c'est qu'on laisse tomber les mots, les projections, le machin, puis on parle simplement pour que tout le monde comprenne. Des questions? Oui? La boulimie qui suit une anorexie, c'est les mêmes mécanismes ou c'est différent? On pourrait dire, alors c'est vrai que boulimie, anorexie et le passage de l'un à l'autre, c'est assez fréquent. La boulimie est quelque chose de presque plus complexe que l'anorexie, parce qu'elle a plusieurs formes, je sais pas. Et en tout cas, pour nous, les médecins, ça nous met plus souvent que l'anorexie en échec. Parce que l'anorexie, finalement, il y a des protocoles, on arrive assez bien. Mais les personnes boulimiques, et là encore, pour répondre à la question du monsieur de tout à l'heure, il y a un peu plus de filles boulimiques que de garçons. Et effectivement, le lâchage brutal dans la maîtrise, il y a un moment de lâchage, et ce lâchage peut basculer dans l'autre sens, dans ce que nous on appellera un clivage, c'est-à-dire on passe du noir au blanc, comme ça brutalement, et on est dans cette espèce d'abandon de soi-même, à ce délice
turpide de la scène de boulimie et la scène de bafferie, où il y a comme une forme de... Après avoir tellement résisté, la jouissance du renoncement peut aussi être relativement grande. Et puis après, on peut vomir pour récupérer quelque chose et on s'enferme dans un cercle vicieux. Les boulimiques qui ne vomissent pas sont plus accessibles à un traitement relationnel que les boulimiques qui vomissent, qui ont trouvé la combine pour se satisfaire des deux côtés. Sauf qu'évidemment, elles risquent de se faire des ulcères à l'estomac et des équilibres hydroélectrolytiques compliqués. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et en plus, elles deviennent autonomes dans leur je mange, je vomis, etc. Il y a une forme d'autonomie, j'ai envie de dire, elles n'ont plus besoin de personne. Et ça, c'est le problème. C'est au fond, est-ce que ces personnes peuvent remplacer une dépendance à un produit tel que le produit alimentaire boulimique par une dépendance à quelqu'un? Entrer dans une psychothérapie, c'est accepter de dépendre de quelqu'un. Or, notre société, précisément à travers le mythe de l'autonomie, a fait de la dépendance une pathologie. Alors que moi, je considère que dans l'être humain, accepter sa dépendance, c'est la condition de sa santé psychique. C'est fondamental. Je vous remercie de votre franchise et de votre sincérité dans votre conférence. Mais est-ce que vos confrères bénéficient également de ces conférences et de cette formation? Parce que la violence subie par la famille est phénoménale et je ne peux que parler de mon expérience, mais par l'ARTA, nous l'avons vécu puisque je suis moi maman d'une jeune fille, voilà. Mais là, c'est inouï. Inouï. Donc le viol médical est subi, voilà, tout autant. Et on y va en ayant confiance, en essayant de faire confiance, et la confiance est finie, quoi. Comment est-ce que c'est abordé dans les études? Comment est-ce que c'est parlé actuellement? Est-ce que les 20 ou 30 dernières années, avec tout ce qui a été découvert, ont fait que ça peut changer? Donnez-moi de l'espoir pour que les parents futurs ne vivent pas la même chose, le même calvaire et la même souffrance que nous. Alors, il y a un élément certain d'espoir, c'est que les jeunes, quand même, ne sont plus formés avec des explications causalistes linéaires. Si la maman est comme ça, la fille est comme ça, ou le fils est comme ça. Si le parent est comme ci, rendre, au fond, être dans une explication linéaire comme ça, la maman est anorexique, donc la fille est anorexique, c'est réduire le psychisme à une pellicule de papier à cigarette. Le psychisme a une forme de réalité interne. Et Dieu merci, je pense que Dieu a affaire là-dedans, mais enfin peu importe, l'être humain a une forme de liberté et précisément d'autonomie. Quand par exemple une maman entrait avec son nourrisson qui avait des vomissements et des régurgitations, et le pédiatre disait « Ah ben c'est vous madame qui êtes anxieuse », je ne sais pas si la mère sortait de la consultation en étant plus rassénérée. Je crains qu'elle sorte encore plus anxieuse, donc ça aggravait encore la colique idiopathique du nouveau-né, etc. Parce que la colique idiopathique du nouveau-né, dire effectivement, donc on a compris quand même que d'être dans cette compréhension linéaire et causaliste, accusatrice, était stupide. Et je pense que tous les jeunes psys, maintenant, quand même, n'ont plus cette position. Ça, c'est le côté, je crois, positif. Le côté plus compliqué pour les jeunes, c'est que cette épaisseur du psychisme dont je viens de parler, cette complexité interne, cette ambivalence, passer de l'anorexie à la boulimie, etc., c'est de moins en moins appris ou compris dans une psychiatrie qui se veut purement objectiviste, purement DSM, purement sémiologique, c'est-à-dire les signes, où la consistance de l'être humain a tendance à disparaître. Donc il y a une amélioration dans une médecine d'ailleurs qui maintenant prend plus le... J'ai une de mes anciennes élèves qui est en Suisse, je dirais pas la ville, et le psychologue qui fait une thérapie cognitivo-comportementale avec cette adolescente qui prend aussi des médicaments
demande à ce médecin, qui est arrivé depuis peu de temps, faites une ordonnance de tel produit. Le médecin qui n'a pas trop l'habitude dit quand même, moi je veux voir cette adolescente avant de faire l'ordonnance. Oh ben moi je la suis, elle a ça, faites-lui l'ordonnance. Oui mais moi je voudrais bien la voir, puis je voudrais voir les parents aussi. Oh ben, pourquoi voir les parents, à quoi ça sert? L'être humain est posé là, l'adolescent en plus, hein, posé là comme un zombie, là comme ça, isolé de tout. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes en relation avec l'environnement. Mettre des causalités linéaires, c'est stupide et dangereux et humiliant pour les parents. Mais penser la dimension systémique de corrélation les uns à les autres, comme j'ai dit, quand vous avez une gamine anorexique et que vous la regardez couper ses petits pois en 4, vous pouvez pas être indifférent. C'est pas possible en tant que parent. Si moi, en tant que soignant, je peux être indifférent, pas en tant que parent. Et votre angoisse, évidemment, et votre impatience, l'adolescente alors soit elle va être angoissée en miroir, soit parce qu'elle vous en veut pour mille et une raisons, elle va vous emmerder pour continuer à couper ses petits pois. Et vous allez être pris dans un truc, voilà, un cercle vicieux. Voilà. Donc voilà, c'est ça la dimension systémique, mais on ne désigne pas quelqu'un particulièrement. Donc voilà, j'ai répondu, je pense qu'il y a des facteurs plutôt positifs, des facteurs qui me préoccupent, et voilà. Moi, je vous remercie pour votre interpellation au niveau de la formation des médecins, et je dirais la formation des soignants, parce que moi, effectivement, c'est une question que j'ai depuis longtemps, par rapport à, je trouve, un aspect de la formation qui est totalement carent, c'est une réflexion sur le pouvoir qu'on peut exercer sur l'autre dès lors qu'on est médecin ou soignant. Je veux dire qu'on pourrait remplacer un tout petit peu d'études très scientifiques par une réflexion, un travail actif sur cette question. Je pense qu'il y aurait peut-être moins de problèmes rencontrés par les uns les autres dans ce qui va être perçu comme étant, comment dire, inhumain, non empathique, dans les milieux hospitaliers, etc. Hein. Voilà, donc merci. J'ai l'impression, en tout cas, en tant que parent, que l'anorexie, elle rentre aussi dans une espèce de forme de contrôle, parce qu'on a aussi l'impression qu'il n'y a pas qu'un contrôle sur l'alimentaire, qu'il y a aussi une espèce de rigueur, en fait, chez les adolescents anorexiques, et à cheval sur les horaires, à cheval sur ceci, beaucoup de concentration dans les études, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui perdurera forcément avec le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va être malléable au fur et à mesure, ou est-ce qu'il y a une rigidité comme ça qui existe, enfin une rigidité, une rigueur, je dirais plutôt, qui existe comme ça au départ et qui va rester, qui va perdurer, ou est-ce qu'on est censé s'attendre à ce qu'à un moment donné, on évolue? Question là aussi complexe, c'est bien qu'étant pas normand, mon nom vous donne un peu, je suis plutôt du côté de la Méditerranée, je répondrai un peu les deux à la fois. Alors je vais maintenant essayer de commenter les choses. Une célèbre psychanalyste des années 50-60, Anna Freud, la fille de Freud, à propos de l'adolescence, a parlé précisément de l'ascétisme à l'adolescence. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par l'ascétisme à l'adolescence? Elle voulait dire que l'être humain, dans ce qu'on appelle le moi, en termes psychanalytiques cette fois, ce qu'on pourrait dire le je. Le moi, en termes psychanalytiques, le moi se trouve en position de fragilité et de vulnérabilité par rapport à l'intensité des pulsions. Les pulsions de l'adolescence, de la puberté, etc. Et l'adolescent a comme défense assez typique l'ascétisme, c'est-à-dire vouloir maîtriser le corps, pour tenter de maîtriser des pulsions dont il a peur qu'elles le dépassent. Et effectivement, la problématique de la maîtrise, et de la maîtrise du corps, et j'avais envie de dire de la maîtrise de la dimension de la bête en nous, est une dimension essentielle à l'adolescence pour certains adolescents. Le type même de la maîtrise, c'est je veux faire 54 kilos,
et pas 55, parce que si j'en fais 55, je perds la maîtrise, et c'est 54, et c'est pas 55. Vous voyez, et ça, c'est typique de l'adolescent. Alors si en plus, cet adolescent a un mode de fonctionnement un peu, on va dire, pour parler dans notre langage, un peu obsessionnel. Le crayon, il doit être là, le machin doit être là, tout doit être bien. Et il y a effectivement des défenses un peu obsessionnelles à l'adolescence. Donc ça va s'accentuer. Donc l'adolescence est une période où, dans cette période de vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, le jeune va essayer d'attraper les mécanismes qu'on appelle de défense, c'est-à-dire de protection, dont l'ascétisme, dont un peu l'intransigeance, dont les côtés un peu obsessionnels, pour contenir tout ça. Alors là, c'est très important de lui dire, écoute, je comprends bien, tu es dans une période de crainte, tu as l'impression que tout échappe et tout fout le camp. Je comprends que tu as besoin de tout ça. Mais tu sais, c'est aussi important de s'amuser de temps en temps, d'oublier, etc., etc. Ça me fait penser à la discussion que j'ai eue avec ma petite fille, qui a maintenant 22 ans, qui a traversé une période d'emprise comme ça. Elle faisait partie de ces adolescents, elle n'est pas complètement idiote, ma petite fille, et quand elle avait pensé quelque chose, elle voulait absolument que la réalité du monde soit conforme à ses pensées et ce qu'elle avait prédit. Et je lui disais, tu sais, Camille, dans la vie, soit tu vas exiger, parce que tu penses, tu es intelligente et que tu anticipes, que ce que tu as anticipé doit se produire, et si ça ne se produit pas, tu seras malheureuse, tu seras persécutée par ce qui arrive, ou au contraire, si tu penses et tu anticipes, et que ce qui va arriver, c'est pas tout à fait ça, et qu'il y a un écart et que tu as une surprise, et que tu trouves que cette surprise est intéressante et qu'elle t'amuse, tu seras heureuse toute la vie. Vous pouvez dire ça à vos enfants. L'écart entre ce qu'on attend et ce qui se produit, on peut le trouver persécuteur, on peut le trouver source de surprise et d'intérêt. J'ai répondu en partie à votre question. Vous avez, oui, tout à fait répondu à ma question. Après, c'est vrai que la difficulté qu'on a en tant que parents, c'est qu'à un moment donné, on a essayé d'être tellement... Alors après... c'est qu'on a tendance au démarrage, on est bien d'accord, à être très injonctif, à être pas tellement passif. Et c'est vrai que du coup, à force, on finit aussi par marcher systématiquement sur des œufs, en fait, à plus savoir quoi dire, à se dire est-ce que je vais trop loin, pas assez loin, peut-être j'y vais pas, non j'y vais plus, finalement si j'y vais, allez tant pis. Et on ne sait jamais finalement jusqu'où peut aller la discussion et jusqu'où on peut se permettre d'aller sans braquer, sans se retrouver des fois dans des situations compliquées, où c'est là où on aurait envie de dire, écoute, l'âge du laisse un petit peu passer. Et finalement, on ne le dit pas parce qu'on sait que la semaine passée, on a essayé et que finalement, l'échange a été compliqué. Et c'est vrai que la discussion au départ sur la pathologie de l'anorexie fait que on finit par plus trop savoir qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de dire, en fait. Donc, c'est que c'est difficile. Je vais décaler vos propos en disant que ce n'est pas tellement en termes de droit. Je vous accorde, en tant que parent, le droit de dire ce que vous voulez et ce que vous avez envie de dire. Mais il y a un cadre. Je disais tout à l'heure, en venant avec Pascal, que j'ai travaillé un peu plus de 50 ans avec des adolescents, en particulier là où j'étais, une unité où on accueillait beaucoup d'anorexie mentale. Je vous parlerai peut-être de ma dernière visite, juste un peu de temps avant de partir à la retraite. Et je lui disais que j'avais eu la chance, maintenant je peux en parler puisque je suis à la retraite, de ne jamais avoir eu aucun cas d'anorexie qui décède ou qui sont gravissimes, parce qu'il y en a quand même. Et j'avais un principe, ne jamais vouloir obtenir de l'adolescent qu'il ou elle dise qu'elle a tort et que moi j'ai raison. Et quand on est parent et qu'on discute avec l'adolescent, quelle que soit la discussion, on veut absolument
obtenir que l'adolescent nous dise « Oui papa, oui maman, t'as raison ». Si la discussion a comme objet cela, l'adolescent est prêt à se couper la tête pour dire que vous avez tort et que lui a raison. Donc vous pouvez tout dire à votre adolescent en lui disant « Écoute, moi voilà ce que je pense, peut-être que toi tu ne penses pas ça, et que tu as probablement des bonnes raisons de ne pas le penser, mais voilà ce que je pense. Écoute, ça fait 1 heure qu'on discute, je t'ai donné ma pensée, maintenant moi je suis fatigué, j'ai besoin d'aller me coucher, ou d'aller rêver, etc. » C'est-à-dire vous avez le droit aussi de clore la conversation après. Ce que les adolescents fondamentalement aiment bien, c'est, je le dis parfois quand je fais des conférences sur l'adolescence, les adolescents adorent trouver le bouton qui déclenche l'excitation du parent. Et quand ils ont trouvé ce foutu bouton, ils y appuient avec une complaisance terrible. Tchac, 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 ils appuient là-dessus. Et donc, effectivement, si vous vous emportez à chaque fois, vous êtes paumé. Pourquoi les adolescents aiment appuyer sur le bouton qui déclenche l'excitation du parent? Précisément parce qu'eux, ils ont cette excitation interne et qu'ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se débarrasser de cette excitation interne. Donc quand ils voient le parent qui est excité, ils le regardent tout content. « Pourquoi tu t'énerves, maman ?» Parce que précisément, ils ont projeté leur excitation dans l'excitation du parent et que ça les soulage. Donc quand vous avez perçu ce jeu interactif, c'est là où il faut s'arrêter, et là il faut introduire un tiers. Donc voilà ce que je pourrais vous dire. Ne cherchez jamais, quand vous discutez avec votre adolescent, à obtenir que cet adolescent dise « Oui papa, oui maman, tu as raison », vous ne l'obtiendrez jamais. Si vous l'obtenez, de toute manière, c'est un faux cul, il dira dans le... Ça sera encore pire. Tandis que s'il s'oppose, et voilà, la discussion avec l'adolescent, du point de vue de l'adolescent, c'est pour obliger son parent à déplisser sa pensée. À déplisser sa pensée. Savoir ce qu'il pense. Mais c'est pas, voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est important de parler avec nos adolescents. Hein, mais ne pas croire que quand on parle, c'est pour qu'ils se rendent à nos pensées. Je voulais juste ajouter par rapport à votre première question que ça peut rester, que ce besoin de maîtrise de soi et de l'environnement, ça peut rester un trait de caractère, mais ça n'est plus, avec la guérison, une emprise interne. Oui, c'est ça. Oui. La petite voix est partie. Oui, on a le droit d'être méticuleux et un peu obsessionnel, c'est très bien dans la vie. D'ailleurs, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, il faut être un peu obsessionnel. Il faut être un peu hystérique, un peu phobique, un peu ceci, un peu cela, un peu de tout, comme dirait ma grand-mère. Donc un peu d'obsessionnalité, ça fait pas de mal. Un peu psychopathe aussi, on peut. Comme moi. Oui, madame. C'est une question un peu plus pratico-pratique. Les causes de l'anorexie sont plus d'un point de vue infantile, avec un certain point de fixation. Est-ce que, avec l'arrivée, je pense notamment par exemple des réseaux sociaux, une nouvelle cause ne serait pas arrivée, avec plutôt comme origine la comparaison corporelle et l'envie de ressembler à quelqu'un d'autre, dont la seule solution qui apparaît à l'adolescent est de ne plus s'alimenter. Première évocation, avant que vous évoquiez les réseaux sociaux, etc., vous avez une cause infantile avec un point de fixation. C'est un langage plutôt médical. Vous êtes étudiant en médecine, infirmière En psycho. Vous êtes psychologue. Donc dire c'est une origine infantile avec un point de fixation, c'est une théorie. Une théorie dans l'anorexie mentale qui renvoie à l'origine de l'anorexie à des troubles alimentaires de la petite enfance et qui aurait entraîné par cette insistance au cours de ces troubles un point de fixation qui à l'adolescence serait réactivé dans un après-coup. Ça c'est la théorie de Hildebruck, etc. Je ne suis pas convaincu que cette théorie soit 100% des cas pertinente. Si elle l'est dans un petit nombre de cas, 5 ou 10%, c'est possible, mais certainement pas dans 100% des cas. Et dans l'anorexie mentale, comme dans toutes les pathologies psychiques, car je considère que l'anorexie mentale est une pathologie psychique,
dans toutes les pathologies psychiques, il y a une pluralité de causes. Dès que vous voulez avoir une cause qui donne un truc, vous avez attrapé la queue du Mickey, mais vous n'avez rien attrapé d'autre. Vous avez une explication qui est censée vous satisfaire, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Alors oui, effectivement, il y a des causes parfois issues du passé, mais il y a souvent des causes contemporaines à l'adolescence, le refus de son corps, le refus de la féminité, comme je l'ai évoqué. Il y a également des causes tout à fait, comme vous le dites, environnementales. Bon, ça s'atténue un peu, mais la pression de la silhouette des mannequins, qui étaient tous des filles anorexiques mentales, etc. Moi, j'apprenais aux jeunes filles que les photos des mannequins en bikini, avec des maillots de bain sans petits bourrelets, c'était systématiquement des photos retouchées. Vous ne pouvez pas, quand on a 14 ans, mettre un maillot de bain 2 pièces sans qu'il y ait une marque au niveau du maillot de bain avec la peau qui fait un mini bourrelet. Si vous ne voulez pas de bourrelet, vous êtes anorexique. C'est-à-dire, voilà. Donc il y a notre société, à travers l'éloge de non pas de la minceur, mais de la maigreur, était dans l'excès. Ça commence à s'atténuer un peu. Ça commence à s'atténuer. Mais incontestablement, la pression, les sites avec la promotion de l'anorexie, le triomphe de l'anorexie, etc. Il y a des sites qui, chez des personnes, adolescents qui traversent des moments de vulnérabilité extrême, peuvent effectivement s'accrocher à ça et engager des processus d'emprise ou de maîtrise qui vont leur donner une force à ce moment-là, sans qu'il y ait nécessairement un passé qui explique tout ça. Donc faites attention à toutes les explications trop simplistes et trop linéaires. Ah oui, bien sûr, non mais... Oui, C'était pas... Oui, voilà. On se doute bien que l'anorexie est bien plus complexe que... Oui, toutes les pathologies psychiques sont multifactorielles, sans exception. Alors après, quand on se précipite sur une explication, c'est la nôtre, c'est pas celle du patient. Le patient lui-même, la personne, peut avoir une explication monofactorielle. Si ça la rassure et ça lui fait du bien, laissons-lui cette explication. Bonsoir, j'ai une question, je ne sais pas si je vais arriver à la formuler correctement, mais pour faire le lien avec l'adolescence, la reconnaissance, ou plutôt la connaissance de son corps, et le lien qu'on pourrait faire avec l'anorexie et la boulimie, où on maltraite son corps. Et je trouve que sur les scarifications et tout ce qu'il peut y avoir de caché, alors dans l'anorexie, la boulimie, il y a quelque chose à voir de l'extérieur qu'on cacherait sur les scarifications, et dans quelle mesure, quand on est à l'extérieur, on aurait à s'inquiéter d'un corps qui appartient à quelqu'un, qui doit être de sa propriété. Et même, je dirais aujourd'hui, par rapport aux phénomènes qu'on voit, notamment sur la question des tatouages, des implants, est-ce que, sans faire de raccourcis, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on est toujours en quête de reconnaissance de son corps, parce qu'on n'a pas fait cet effet miroir de savoir qui je suis en face, quoi. Enfin, voilà, oui, mais alors je vais vous répondre périphériquement, comme j'ai fait tout ça. Quand j'étais à Poitiers, je prenais assez régulièrement le train pour aller à Paris, etc. Et dans le hall de la gare de Poitiers, à l'époque, il y avait 3-4 personnages assis par terre avec 3, 4 ou 5, 6 chiens et une multitude de tatouages, en particulier des tatouages sur le visage, ce qui n'est pas si fréquent que ça. Et effectivement, ces tatouages, ils avaient comme fonction sociale d'attirer le regard des personnes qui passaient pour regarder ces gens, par curiosité. Et une fois ou deux, au début, je suis passé et j'ai regardé cette personne en particulier. Et mes yeux ont croisé son regard. Et il m'a dit aussitôt, « Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Pourquoi tu me regardes ?» Et la fonction d'un tatouage ou la fonction du corps, c'est peut-être parfois d'attirer le regard de l'autre sur le tatouage, mais pas d'attirer le regard sur le regard de l'autre. Quand on se regarde, on est dans un partage d'intentions. Donc il y a or, pour certains, regarder dans les yeux, c'est une intrusion dangereuse. Donc quand on est dans cette souffrance-là,
On peut chercher à attirer le regard de l'autre sur une parcelle de son corps, mais pas sur son regard. Je crois que c'est une origine de la souffrance d'un certain nombre de ces jeunes adolescents. Autre exemple, voici une anorexique mentale, une fille très maigre, très très maigre. Les parents, je crois, faisaient un peu semblant de ne pas voir. Ils insistaient un peu en disant quand même, il faut que tu manges, etc. Mais ils disaient trop rien. Ils étaient respectueux d'une certaine manière. Et un jour, l'adolescente avec sa maman veut essayer une robe et elle demande une taille et la vendeuse lui donne une robe et l'adolescente derrière le truc dit « elle est trop grande ». Et là, la vendeuse prend la taille d'en dessous et tire le rideau et voit cette jeune fille en sous-vêtements. Et là, elle a un cri d'effroi et un regard d'effroi. Et ce regard d'effroi et ce cri d'effroi a permis à l'adolescente la prise de conscience de la réalité de son corps, ce qu'elle n'avait jamais eu avant. C'est ça qui est très étonnant dans notre qualité d'être humain. On a besoin tout le temps de l'autre, même si ce besoin nous persécute souvent. Alors, Daniel Marcelli a promis une dernière question, donc question courte et réponse courte. À moins qu'on s'arrête là, hein. Je suis pas... Si ça brûle, allez-y. Oui? Non, oui. Ah, pardon, allez-y. Oui, bonjour. On a beaucoup parlé de raisons pour l'anorexie-boulimie. Et du coup, je pense que beaucoup de parents se posent tout le temps la question, et les professionnels de la santé aussi, quelle est la raison pour cet enfant en particulier? Et des fois, je me demande, et alors, à la fin, quand on aura la question, est-ce que ça nous importe quelque chose aux parents et aussi à l'enfant? Je commence à avoir des doutes là-dessus. Nous sommes dans une société rationnelle qui veut effectivement trouver la raison ou la cause. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé, mes élèves le savent bien, j'appelle ça chercher la queue du Mickey. La queue du Mickey, n'oubliez jamais que quand vous attrapez la queue du Mickey, ça vous permet simplement de faire un tour de manège supplémentaire et vous revenez à la même endroit. Donc la cause, c'est comme dans les adolescents qui se suicident, où les parents sont constamment à la recherche de la cause, de l'événement. Comme si on pouvait, alors qu'il n'y a pas plus polysémique et pluricausal que le suicide et la tentative de suicide. Donc c'est quelque chose qui satisfait notre rationalité, parce que d'être devant une forme d'incertitude, c'est douloureux. Mais vous avez raison, la plupart du temps, quand on a énoncé la cause, on se retrouve au même truc. Le problème, c'est travailler ensemble, non pas se tourner vers le passé, mais regarder l'avenir et faire ce qui est nécessaire pour ouvrir la relation et ouvrir l'avenir. Je crois que c'est ça l'objectif. Merci, on remercie chaleureusement Daniel Marcelli pour cette conférence. Merci à vous.